Je vous retrouve pour faire mon traditionnel retour de vide-grenier puisque nous sommes dimanche et que j'ai fait quelques trouvailles sympathiques. Je vous montre ça tout de suite. Il y a des livres mais il y a aussi d'autres choses. Comme d'habitude, je commence par les choses que j'ai prises pour l'école. Je voulais une boîte aux lettres pour faire l'élection des délégués de classe, mais aussi pour l'utiliser plus tard, notamment dans mes séquences sur la rédaction de lettres. Pour retrouver le côté très traditionnel donc de la boîte aux lettres et de la lettre écrite. Alors je suis désolée, elle est encore très humide puisque je viens de la laver. Elle doit absolument passer au dissolvant pour que je puisse retirer tout ce qui est scotch et autocollant qui font que c'est quand même assez crado pour l'instant. Mais voilà, c'est ma première trouvaille et c'était quelque chose que je cherchais vraiment et que je suis très contente d'avoir trouvé. Je viens de me rendre compte que les seuls livres que j'ai achetés sont des livres pour ma classe, pour mettre à disposition donc en bibliothèque. Donc j'ai trouvé le premier tome d'Harry Potter en grand format, je l'ai aussi pris en poche, mais bon, comme en général ce sont des ouvrages qui sont assez demandés, je me suis dit que ça pouvait être sympathique, surtout que cette édition est très jolie, je pense que c'est ma favorite. Alors certes c'est l'une des dernières en date, donc ça joue peut-être, mais j'aime beaucoup le minimalisme et voilà, je trouve que le grand format est très sympathique aussi, peut-être moins impressionnant que le poche, bien que le tome 1 ne soit tout de même pas très impressionnant je trouve. Ensuite j'ai trouvé 5 nouvelles réalistes de Maupassant, donc là ce sera plutôt pour pouvoir moi-même me récupérer les textes tels que il y a 2 nouvelles en fait sur lesquelles je travaille qui sont Auchan et La Parure qui fonctionne très bien d'ailleurs si vous cherchez un texte sur le réalisme, tout du moins ça avait très bien fonctionné dans mes dernières classes. C'est une nouvelle qui se lit extrêmement vite et qui a une chute très abrupte, qui surprend beaucoup les élèves et qui les fait se remettre en question et s'interroger sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vraiment des nouvelles que j'apprécie beaucoup, je trouve que Maupassant excelle d'ailleurs dans ce genre. Et ensuite c'est un autre ouvrage que j'ai déjà dans ma bibliothèque propre mais que je voulais mettre à disposition des élèves. Il s'agit du premier tome de Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille que je n'ai toujours pas lu et que je vais donc lire avant de le mettre à disposition en classe puisque je mets seulement des ouvrages dont j'ai fait la lecture. J'ai toujours peur qu'il y ait des thématiques un petit peu compliquées ou je ne sais pas, peut-être en rupture avec leur âge ou les questions qui peuvent se poser à ce moment-là, bien que je pense qu'il n'y ait pas de règle générale, mais en tout cas je ne veux pas qu'ils puissent être choqués par quelque chose. Alors je sais très bien que ce ne sera pas le cas avec Sauveur et fils puisque j'ai vu énormément de retours de personnes en qui j'ai toute confiance, mais voilà, je souhaite quand même en faire la lecture, puis même pour moi, voilà, je suis assez curieuse de découvrir cet ouvrage. Et je vais maintenant passer aux choses que j'ai achetées pour, alors en théorie pour moi, potentiellement pour apporter en classe, pourquoi pas. Alors complètement pour moi, un pot de chez Ikea qui est tout à fait classique, mais j'aime beaucoup ces petits pots en osier, voilà, que j'ai trouvé pour je crois 1 €. Une bouteille comme ceci qui est encore un petit peu humide puisque je vous tourne cette vidéo juste en rentrant, donc j'ai tout nettoyé. Il y a encore un petit peu d'humidité, mais c'est une bouteille donc peinte à la main qui a un petit côté années 70 que j'aime beaucoup. Une Dame Jeanne, mais pas très imposante, même je dirais assez petite, que je trouve très mignonne, qui a vraiment un petit côté vase ou soliflore, que j'ai payé par contre un petit peu plus cher, je crois que c'était 4 € ou 5 € la Dame Jeanne. Et enfin, alors là c'était une trouvaille un petit peu étonnante dont je pense me servir potentiellement dans des projets pédagogiques à venir, mais que j'aime beaucoup même en tant que tel. C'est, comme vous pouvez le voir, un petit tableau dans lequel vous avez tout un tas d'objets ici en rapport avec le jardinage. Je trouve que c'est super mignon et je trouve aussi que c'est un bon exemple de travail à proposer en classe, par exemple dans une perspective de croisement disciplinaire entre l'art plastique et le français, et pourquoi pas pour présenter un livre par exemple, voilà, trouver finalement, alors bon, on n'ira pas jusqu'à trouver un cadre comme celui-ci, mais peut-être une boîte à chaussures ou quelque chose de ce genre, et greffer comme ça des petits éléments qui viennent raconter l'histoire. Je trouvais que c'était plutôt sympathique, et après même en décoration je trouve que c'est assez mignon, donc à voir s'il reste à la maison ou si je le mets dans la classe.
Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pas trouvé tant de choses que ça, mais je suis vraiment contente de chacune de mes petites trouvailles. J'espère que ce retour de vide-grenier vous a plu comme d'habitude et je reviens vers vous un peu plus tard. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici, j'ai plein de choses à vous montrer, je suis super à la bourre. J'ai un énorme retour de vide-grenier à vous faire parce que entre temps les semaines se sont écoulées, j'ai accumulé les choses que je ne vous ai pas montrées. Mais bref. Ce problème-là, je le réglerai demain, puisque là, il fait extrêmement sombre. Il est déjà... Ah, j'ai pas ma montre. Il est 19h46, donc il n'est plus temps de tout sortir pour vous faire un retour de vide-grenier. En revanche, il est temps de lire. Et j'ai prévu de lire les tomes 1 et 2 d'Amelia Woods. Donc c'est paru chez les éditions Glénat, me semble-t-il, dans la collection Vent d'Ouest. C'est fait par Carole Breteau et Morgane Lafille, voilà. C'est un petit récit qui a l'air, je dirais, gothique, avec un aspect émancipation de la femme, puisque Amelia est une scientifique et qu'elle est passionnée par énormément de sujets qui ne sont pas forcément des sujets dédiés aux femmes à son époque, au 19e siècle. Ça a l'air super sympa, donc je suis impatiente de le lire. Et là, juste avant, je viens de terminer cet ouvrage-ci. Donc, Titeuf, le tome 18. Titeuf, c'est une saga qui me suit depuis mon enfance. J'ai lu tous les ouvrages et grâce à Glénat depuis 3 ans, 3 ans, oui, j'ai la chance de recevoir des parutions au fil du temps. Et là, notamment, le tome 18, je l'avais reçu dans une box que je vous avais présentée en book haul, mais qui était très belle. Alors, c'est plus voilà, un communiqué de presse très sophistiqué, comme je vous avais expliqué. Vous avez donc un marque-page, vous avez un pins et vous avez un porte-clés. Enfin, c'est vraiment... le travail éditorial est superbe. La BD était top. Elle est très centrée sur la dimension écologie et sur notre conscience du monde, de la pollution, etc., etc. Toujours avec beaucoup d'humour et avec les traits caractéristiques de ZEP. Voilà, c'était vraiment cool. C'est le tome 18, enfin, moi j'ai du mal à me rendre compte parce que le tome 1 est paru, me semble-t-il, quand j'étais... mais tellement petite, tellement. Et je voulais tellement avoir cette saga dans son intégralité. C'était vraiment un de mes rêves quand j'étais enfant parce que les BD étaient vraiment très 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 onéreuses. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. La BD c'est toujours cher, mais bon, en étant autonome aujourd'hui, et puis aujourd'hui on peut très facilement aussi trouver les titeufs d'occasion, faut pas se mentir. Chose qui avant était moins démocratisée quand même. Donc je suis vraiment super contente. Voilà, de l'avoir lu. Et c'était bien sympa. Après, c'est sûr que ça ne me fait pas la même chose que quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je pouvais le terminer, le recommencer. J'étais contente, je les empruntais à mes copines, etc. etc. Et comme je vous dis, c'était presque un objectif de vie d'avoir tous les titeufs. Bon, maintenant, j'ai dépassé cela, certes, mais j'étais quand même très contente de le lire. Et en parallèle de cela, alors attendez, je vais le chercher. Je suis en train de découvrir Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez les éditions Albin Michel l'Imaginaire. Pour l'instant, j'ai lu 50 pages. Et vraiment, je trouve que c'est super, mais je suis tellement fatiguée que voilà. Dès que j'entame un roman, je m'endors, donc c'est très compliqué. L'histoire, par contre, est très sympathique. Alors, ce que je fais, c'est que là, vu que vraiment le livre me plaît, dès que je sens que je m'endors, je le pose. Hein. Je prends pas le risque de rater quoi que ce soit, puisqu'en plus, on est sur le début de l'histoire, donc l'exposition des personnages. Alors, même si j'ai lu le cycle arthurien, donc de Chrétien de Troyes, lorsque je préparais le CAPES, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, que j'ai lu le roman de Merlin et que je pense connaître Kaamelott sur le bout des doigts, donc j'arrive à identifier les personnages grâce à leur nom. Il y a tout de même tout un pan de la hiérarchie déjà que je ne connais pas, et puis le personnage de Morgane et alors, de ce que j'ai compris, sorti de l'imagination de Jean-Laurent Del Socorro. Donc j'ai vraiment besoin de m'approprier ça, puisque dans cette histoire, la filiation d'Arthur n'est pas la même que dans les romans classiques du cycle arthurien. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre.
Et c'est très bien, c'est vraiment très bien. On est tantôt du point de vue d'Arthur, tantôt du point de vue de Morgane. Donc déjà, on a cette espèce de dualité qui va naître entre les deux, puisque c'est Morgane qui parvient à retirer Excalibur du rocher et qui devient donc reine du royaume de l'ogre. Mais c'était Arthur qui était pressenti pour endosser ce rôle. Et Arthur est l'amant de Morgane. Morgane qui, je pense, est bisexuelle compte tenu des descriptions qui sont faites et de la façon dont elle porte de l'intérêt à Guenièvre. Et l'interrogation, c'est un petit peu ça, en fait. C'est un petit peu est-ce que Morgane va faire d'Arthur le roi, pour l'instant, ou est-ce qu'elle se tournera vers Guenièvre ou vers quelqu'un d'autre, peu importe. Et au-delà de la question plus, je dirais, amoureuse et sexuelle, on a toute la dimension politique avec donc un conflit qui se prépare puisque toute une partie du royaume de l'ogre ne reconnaît pas en Morgane l'autorité et s'oppose donc à sa montée au pouvoir. Tandis que tout un autre pan du royaume se joint à elle et lui prête main forte. Donc pour l'instant c'est très bien, on a l'aspect politique qui est assez développé, avec un Merlin qui joue un rôle finalement assez ambigu, qui a recueilli Morgane pour la protéger, puisqu'elle était certainement vouée à être assassinée lorsqu'elle est née. Donc il l'a protégée durant toute son enfance, mais qui a un rôle vraiment ambigu, puisqu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il attend d'elle, ni ce qu'il attend d'Arthur, bien que ses intentions vis-à-vis d'Arthur soient un petit peu plus explicitées. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je vais donc me concentrer sur Amelia Woods et je reviendrai vers vous pour vous faire un petit point. Bon, je vous retrouve pour faire un petit point sur les lectures que j'ai pu avancer durant ce vlog. J'ai donc terminé les 2 tomes de Amelia Woods dont je vous parlais précédemment. C'était une super expérience, j'ai beaucoup aimé cette BD. Alors c'est un petit mélange de société secrète, de magie et de pensée féministe. Donc tout un tas de thématiques que j'aime beaucoup. Alors c'est fait et illustré par Carole Breteau et Morgane Lafille et c'est publié chez les éditions Glénat. Il y aura une suite, c'est certain, puisque le tome 2 se termine sur une interrogation supplémentaire et non pas sur une réponse définitive à nos questions. Ce que j'ai beaucoup apprécié, voilà, c'est vraiment la dimension féministe qui est ancrée dans un contexte historique bien particulier. On a Amelia qui a une orientation, une carrière scientifique alors que c'est une femme au 19e siècle et en même temps on a donc tout ce rapport à une espèce de magie ancestrale qu'elle découvre. Donc il y a cette dimension aussi de quête initiatique, bref, les grandes thématiques classiques du récit fantastique doublées du positionnement de l'histoire dans un contexte historique bien particulier et encore donc de revendications politiques assez marquées et importantes et parfois même explicites, ce qui est rare dans la BD fantastique, donc c'était plutôt cool. Je suis contente d'avoir lu ces 2 premiers tomes et je suis impatiente de lire le 3e du coup. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, j'espère que ce sera bientôt. Durant le week-end, j'ai commencé à faire mon ménage, etc., etc. La plupart du temps, je choisis un livre audio pour m'accompagner. Et là, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Les livres audio, je les garde beaucoup pour m'endormir en ce moment et donc je m'endors au bout de quelques minutes à peine, donc j'ai tendance à repasser les mêmes choses en boucle, c'est-à-dire que je réécoute
Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Harry Potter, bref, des ouvrages que je connais déjà fort bien et que j'ai lus à de multiples reprises lorsque j'étais adolescente. Donc je voulais un petit peu m'extraire de cette zone de confort et m'orienter vers une nouvelle découverte. Nouvelle découverte, oui et non, puisque j'ai déjà un tout petit peu joué aux jeux vidéo et que je connais l'univers de par la saison 1 qui est sortie sur Netflix maintenant il y a peut-être 4 ans. 5 ans. Je vous parle de The Witcher, donc le premier tome du Sorceleur, le dernier vœu, d'Andrzej Sapkowski. Alors je suis désolée pour la prononciation. Il me semble que l'auteur est polonais, donc j'ai beaucoup de mal avec la prononciation polonaise, visiblement ce n'est pas mon fort. Je suis rendue à une centaine de pages de ce premier tome. Les 2 premiers chapitres reprennent des événements que l'on voit dans The Witcher 3 et que l'on rencontre également, je crois, dans la série. En tout cas, le premier épisode avec la Strige, il me semble que c'est l'un des premiers épisodes de la série. Et pour l'instant, j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai super hâte de savoir la suite. En fait, pour tout vous dire, je l'ai continué en papier parce que j'avais envie de lire et que... Bon, je m'étais dit je vais rester sur l'audio pour ce titre-là puisqu'en parallèle je suis en train de lire un autre ouvrage dont je vais vous parler juste après. Mais en fait j'aime tellement que voilà, j'ai continué un petit peu et donc on va dire que je suis rendue à la fin des 2 premières enquêtes un petit peu du Sorceleur et vraiment c'est top, l'univers est hyper dense. L'auteur arrive à imbriquer des enquêtes indépendantes avec en même temps une toile de fond qui petit à petit s'illustre. Il y a beaucoup de mystères aussi, notamment autour du personnage de Yennefer ou de l'espèce de couvent dans lequel elle évolue, des vœux qu'elle a pu faire. Bref, il y a des choses quand même assez intrigantes, je dirais, et vraiment le personnage de Gérald, je le trouve génial. Je trouve que dans le bouquin, il a ce côté vraiment très intelligent. En fait, c'est vraiment là-dessus qu'on appuie. Alors certes, il a un côté aussi très badass, c'est le sorceleur, quoi. Donc nécessairement, il a des pouvoirs, des capacités absolument formidables et il est incomparable à d'autres êtres humains. Mais il a aussi ce côté terriblement intelligent. Il a vraiment, je sais pas, un art de la rhétorique qui est trop intéressant à lire. Et il y a notamment une fin de chapitre, là j'ai lu, il y a eu une phrase qui m'a, je sais pas, ça m'a vraiment fait une impression. Je me suis dit, je trouve que c'est formidable comme phrase. Donc c'est une phrase sur la foi. Je vais essayer de la retrouver. Donc c'est la personne qui s'occupe c'est la femme qui travaille dans le couvent dans lequel Gérald est recueilli à la fin du chapitre 1 lorsqu'il s'est battu avec la Strige. Bref, si vous connaissez un petit peu l'univers, il n'y a pas de spoil, hein, là je parle des 50 premières pages. Et donc c'est un moment où cette femme qui s'appelle Nénéké, je crois, qui gère le couvent, propose à Gérald d'être soumis à une espèce de forme de transe, en fait, pour qu'elle essaye de comprendre en quoi son destin rencontre des tournants qui vont être assez décisifs et pourquoi on a l'impression que Gérald est pris dans une espèce de nœud particulier. Sauf que cette technique, c'est une technique mystique et que Gérald ne croit pas à la religion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Gérald lui dit tu ne penses pas que mon manque de foi quant à ses effets la rende d'avance inutile. Donc en parlant de la transe, elle lui répond non, je ne le pense pas et tu sais pourquoi. Lui il lui répond non et elle dit cette phrase que je trouve formidable. Car ce serait bien le premier signe qui me prouverait que le manque de foi a un pouvoir quelconque. Voilà, il y a des petites phrases comme ça, alors beaucoup en fin de chapitre et dans les dialogues entre les personnages, qui sont, je trouve, très percutantes et qui font de ce roman un véritable roman de fantasy complet. On n'est pas seulement dans un univers, l'univers est très étoffé, mais on a aussi toute une dimension beaucoup plus adulte, beaucoup plus réflexive, philosophique même. On a aussi toute cette interrogation, enfin quand même je trouve que dès le 2e chapitre, on est dans une interrogation qui fait partie des interrogations même de la condition humaine, à savoir la représentation du monstrueux. Bref, franchement pour l'instant c'est un sans faute ce premier tome et je suis impatiente de connaître la suite. Je pense que j'enchaînerai tout de suite avec le tome 2 et j'avais pas prévu de dire ça pour le Pumpkin Goten Challenge, donc ça me fait faire une petite digression, mais bon après je me dis dans un sens
C'est des lectures qui se prêtent également parfaitement à la saison. Puis de toute façon, c'est ce que j'avais envie de lire. En ce moment, j'ai envie de fantasy assez costaud et de littérature horrifique. Ce sont vraiment les deux choses qui me tentent. Alors évidemment, je suis amenée à lire quelques ouvrages classiques pour ma préparation de cours, etc. etc. Je me sens plus portée, oui, vers ce type de récit actuellement. Non pas que je n'ai pas envie de lire de classiques, je pense que d'ailleurs ça ne va pas tarder à arriver parce que j'ai beaucoup enchaîné les récits de fantasy là actuellement. Mais actuellement, je suis là-dedans. Et je lis en parallèle de ça un autre roman dans un univers un petit peu fantaisiste, mais qui reprend les légendes arthuriennes. Donc Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, qui est publié chez Albert Michel Imaginaire. Je suis à la moitié du roman. Alors il y a vraiment des prises de position de l'auteur qui sont très intéressantes. Là aussi on est dans un roman très féministe puisque il s'avère que finalement la fille cachée de Pendragon c'est Morgane, que Morgane parvient à retirer l'épée et qu'elle devient donc reine du royaume de l'ogre. Elle va créer la table ronde. En fait on va reprendre tous les grands axes du mythe arthurien. Sauf que c'est Morgane qui assumera le rôle de suzeraine et non pas Arthur qui assumera le rôle de suzerain. Morgane a une liaison avec Arthur dans cet ouvrage, liaison assez tumultueuse. Il va se passer beaucoup de choses. C'est un récit qui reprend un petit peu, enfin qui mélange à mon sens deux choses. Le récit historique et le récit fantastique. Pas historique dans le sens où factuellement les choses se sont déroulées et on nous les rapporte ainsi parce que dans le passé de l'humanité tout était exactement tout se présentait exactement de cette façon-là. Mais on a une description des batailles qui je trouve est assez alors n'est pas exagérée. On parle beaucoup notamment de la peur des chevaliers, de leur remise en question, de leur interrogation, de leur peur de mourir, de leur peur de perdre leurs proches. Il y a vraiment donc tout cet aspect-là qui sous-tend quand même, je dirais, là je suis page combien ? Je suis page 180, donc les combats sont finis. Là on est vraiment rentré dans la politique pure au niveau de la gestion du royaume et de la création des alliances. Mais ouais, on va dire qu'il y a donc dans cette première moitié du roman, il y a un tiers qui est consacré au récit de guerre et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je n'avais jamais vu les récits de bataille, je ne les avais jamais vus traités de cette façon. J'ai trouvé que c'était très intéressant avec cette dimension très humanisante et en même temps déshumanisante du combat. C'est assez particulier. Et en même temps, donc, on a cette figure de Morgane Pendragon qui est vraiment une femme très complexe qui va devoir à plusieurs reprises faire passer ses obligations bien avant sa volonté, qui va être très humaine en ce sens qu'elle va se laisser dépasser par ses émotions par moments et en même temps endosser parfois la posture, l'incarnation même de la sagesse en fait, devient une incarnation de quelque chose qui est très difficile à atteindre, bref. Donc c'est un personnage très ambivalent, très intéressant et dense. J'ai pas terminé le livre, mais je pense que... Enfin, je sais pas s'il y aura un seul tome, quoi, parce qu'il y a vraiment matière de développer l'univers, parce que la psychologie des personnages est très très complexe. On a un Merlin qui est présenté comme un personnage très ambigu aussi. En fait, le bon côté de l'ouvrage, c'est vraiment que on n'est pas du tout dans un récit manichéen. On a des personnages qui ont des bons et des mauvais côtés, qui ont des forces et des faiblesses. On a Lancelot qui nous est présenté comme un personnage bourré d'humour, avec beaucoup de fierté, qui se rit beaucoup de lui-même. Et tout ça, c'est très cool en tout cas. Donc je passe un bon moment aussi. Je suis plutôt satisfaite en ce moment là sur mes lectures de fantasy et pour le coup Morgane Pendragon faisait véritablement partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bien évidemment ces titres là je vous en parlerai plus en détail lorsque je les aurai terminés, je vous en parlerai en avis lecture je pense tout simplement. Je sais pas trop comment sera le cadre parce que je ne filme jamais de cette façon et que je suis accroupie donc je risque d'avoir très rapidement des fourmis dans les pieds. J'étais dans mon lit en train de me reposer, de regarder South Park, de faire un break. Et je me suis dit que j'avais concocté une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui correspondait beaucoup à une exigence que j'avais actuellement, qui était de lire de la littérature, je dirais, de fantasy plus classique. Mais
qui ne répondait en aucun cas à une autre partie de mes besoins actuels, à savoir lire de la littérature horrifique, ce qui me pose un petit problème. Donc je me suis dirigée vers ma bibliothèque et j'ai quand même pas mal de titres que je n'ai pas lus. En fait, j'ai envie de vous dire que les bibliothèques qui sont ici, donc dans l'appartement dans lequel je viens de m'installer, je crois qu'au niveau des poches, il y a quasiment que des ouvrages que j'ai pas lus, sauf pour les grands classiques, les choses avec lesquelles je ne me voyais pas ne pas partir, type Madame Bovary, Baudelaire, pas mal de titres de Dostoïevski, bref, des gros classiques en fait qui ont marqué ma vie de lectrice. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo sur vraiment les livres qui ont changé quelque chose dans ma perception de la littérature et dans ce que je suis aussi. Bref, c'est un autre débat. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces livres vont être faciles à sélectionner ici, puisque c'est les livres que j'ai choisi d'emporter malgré le fait que je les ai déjà lus. Voilà, tout simplement. Bref, donc, je me suis mise devant ma bibliothèque pour choisir des livres horrifiques. J'en ai pas trop. J'en ai pas tant que ça ici. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas tant que ça. Je sais déjà que je vais rajouter le corps exquis de Poppy Z. Bright, donc, qui est publié aux éditions ici du Diable Vauvert en poche. Je vais l'ajouter parce que... Alors, j'avais vu un commentaire de Virginie Despentes qui disait que vraiment c'était un titre qui présentait un type d'horreur très très particulier, sans concession, assez cru, et j'étais curieuse de voir ce que ça donne. Habituellement ce n'est pas un type d'horreur que j'apprécie, mais je suis curieuse quand même de le découvrir. J'ai dû en entendre parler aussi sur la chaîne de Jodie des livres de la crypte, je pense, ou de, je crois que c'est Cassandra, des lectures de l'horreur, je crois qu'elle s'appelle sa chaîne, bref. Donc je l'ai vu 2-3 fois, je vous ai même pas fait de résumé, et j'arrête pas de bailler en plus, il y a rien qui va. Ici, je crois qu'on suit un couple de personnes assez dérangées qui vont enlever un étudiant qu'ils rencontrent, alors je ne sais pas de quelle façon, et qui vont lui faire subir tout un tas d'atrocités, mais apparemment il y a toute une dimension psychologique qui surplombe le roman et qui fait qu'on n'est pas juste bêtement dans du gore, mais en même temps cet ouvrage est quand même considéré comme un ouvrage très gore. C'est pour ça que je suis mitigée pour l'instant. J'ai envie de le sortir de ma palle parce qu'il y est depuis longtemps, que quand je me le suis procuré, je l'avais commandé sur Vinted, je m'étais dit je vais le lire dans la foulée, je ne l'ai pas fait. Là c'est le moment, et en plus je sais pas, j'ai vraiment envie de me faire mon opinion et je vais dire les choses exactement comme je les pense. Je n'ai plus envie d'avoir des livres horrifiques dans ma palle qui sont trop dégueux en fait et touchent des thématiques que vraiment je ne peux pas lire. Ensuite, alors j'ai entendu parler du fait que dans le recueil de nouvelles Brume de Stephen King, il y avait une nouvelle dans laquelle on avait un survivant d'un crash d'avion qui se retrouve tout seul et qui va tout faire pour survivre. Bref, je vais pas vous en dire plus parce qu'en fait ce qui m'a interpellée dans la nouvelle, c'est vraiment un élément qui est assez glaçant je trouve, mais j'ai pas forcément envie de vous spoiler parce que moi je me suis fait spoiler, et si j'ai bien compris c'est l'une des nouvelles les plus courtes du recueil. Donc je vais pas m'amuser à vous en parler plus que ça. Je pense que je vais mettre Brume dans cette petite sélection là, parce que c'est pas véritablement une palle, en sachant que j'ai déjà lu la nouvelle Brume par contre. Je l'avais lu en... elle était sortie chez Albin Michel Jeunesse en fait, mais en livre unique, donc une nouvelle pour un livre. Et en fait, mine de rien, Brume dans ce recueil représente, je vais vous montrer, mais c'est quand même assez... c'est assez imposant, je crois qu'elle fait 200 pages, quoi. Donc le livre commence à la page 19, et donc la nouvelle se termine page 218. Bon, je pense qu'on peut dire que ça fait 100 pages, mais celle-ci, je l'ai déjà lue. Ensuite, on a une nouvelle très brève qui s'appelle En ce lieu des tigres. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais du coup, je vais la lire. Il y a Le Singe aussi, qui fait partie des nouvelles qui étaient parues dans la collection Librio 2 € à l'époque où, vous savez, Librio faisait des éditions, des grandes éditions... comment on pourrait appeler ça? C'était pas des semi-poches, c'était pas des poches non plus, c'était vraiment le format propre Librio 2 €. Je vous mettrai une image juste là si vous souhaitez voir, bref. Il y a plein de petites nouvelles en tout cas comme ça dans ce recueil, et j'ai donc très envie de les lire. On continue avec donc, alors attendez, hop, un ouvrage qui est
dans toutes mes palles depuis que je l'ai acheté. Mais ça fait... Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je crois que j'étais encore en master quand je me le suis procuré celui-ci. Ex de Thomas Euvelt, publié chez les éditions Le Livre de Poche Imaginaire. Enfin, le livre de poche quoi. Nous en gros on va suivre un groupe d'adolescents et si je me souviens bien, oui voilà. Il faut pas qu'ils touchent ni qu'ils écoutent les chuchotements de la sorcière. Et surtout il faut pas que donc la vérité sorte de l'enceinte de la ville. En gros il y a un groupe d'adolescents qui va braver un petit peu les interdits autour de cette sorcière qui a donc la bouche cousue et les yeux cousus je crois, si je ne me trompe pas. Et donc ils vont braver les interdits, alors je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, je ne sais pas s'ils vont révéler l'existence de cette malédiction ailleurs que dans leur ville ou s'ils vont écouter les chuchotements et parler avec la sorcière, mais en tout cas ils vont en tout cas entraîner la chute de la ville. C'est un roman que je veux lire depuis longtemps, qui a été encensé à de multiples reprises par beaucoup de personnes que j'apprécie et qui ont des opinions en général assez similaires aux miennes. Donc je pense que ce serait pas mal que je me lance maintenant. Ensuite, alors je vous l'ai montré, je crois que c'était dans le dernier book haul. J'ai trouvé énormément d'ouvrages chez Brajlon Terreur. Donc, alors un que je n'ai pas trouvé la dernière fois mais qu'il faut que je lise parce qu'il me tente beaucoup, de Peter Straub, Messe Noire. Donc là je crois qu'on est sur un titre qui parle de secte. Ce qui m'avait tenté c'est qu'il y avait pas mal d'éléments qui me faisaient penser au rituel, donc enfin à Rituel. Donc l'ouvrage Rituel il est écrit par, je l'ai pas sur moi là le rituel, mais j'ai un autre livre de l'auteur par Adam Neuville et il a notamment été adapté sur Netflix. J'avais adoré l'adaptation, donc c'était pour ça que je m'étais procuré Rituel et qu'ensuite j'avais voulu découvrir d'autres titres d'Adam Neuville que je n'ai toujours pas lus parce que, comme d'habitude, le trop plein d'ouvrages fait que je me lance pas forcément immédiatement dans ce que j'aimerais pourtant lire instantanément. Bref, et donc ouais, c'était il y avait des points dans le résumé qui me faisaient penser un petit peu donc à deux choses. À Midsommar, pas du tout la couverture par contre. On n'est pas du tout dans l'esthétique de Ari Aster, pas du tout. Mais ouais, je sais pas, il y avait un côté groupe d'amis en fait qui est traumatisé par un événement qui va se dérouler dans un contexte qui fait un petit peu secte quoi. Donc je trouvais que c'était pas mal et ça peut un petit peu changer de ce que j'ai prévu de lire là en fait. Voilà, donc c'est une thématique que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Un bébé pour Rosemary et puis de façon générale j'avais beaucoup aimé Par le feu qui pour le coup n'avait aucune dimension fantastique ou vraiment... Enfin c'était assez horrible ce qui se passait mais donc c'était plus de l'ordre du témoignage et les violences étaient très psychologiques. Là j'ai quand même l'impression qu'il y a un aspect fantastique un petit peu comme dans le rituel. Bref, trêve de blabla, je m'excuse encore pour la durée. Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà 10 minutes que je parle et je vous ai présenté 4 livres, c'est très bien. Donc, enfin, alors, mais c'est là que les problèmes commencent parce que il me reste donc une sélection à faire parmi ces titres-là. Et alors déjà, je sais que ce ne sera pas Personne ne sort d'ici vivant parce que le résumé ne me tente pas trop en ce moment. Tout ce qui va être de l'ordre des fantômes, ça ne me donne pas très envie en ce moment, donc on va déjà vérifier ça. Après vérification, il m'en reste donc 2. Alors il y en a un, peut-être que c'est un petit peu une histoire de maison hantée, mais j'ai envie de le lire depuis un moment. Donc c'est la fameuse histoire, je vous avais fait le résumé dans le dernier book haul où on suit donc 4 écrivains qui vont se retrouver enfermés dans une maison pour une espèce d'émission de télé-réalité. Et il va se passer quelque chose puisque la maison est véritablement hantée, possédée, je ne sais pas trop, ou qu'il y a un serial killer à l'intérieur. Pour le coup, ça me fait penser à Halloween Résurrection, ce type de scénario, si vous l'avez vu. Donc vraiment, c'est un Halloween dans lequel une chaîne télé décide d'aller faire une émission dans la maison de Michael Myers, en pensant que Michael Myers n'est plus là. Sauf que Michael Myers, pour le tuer, levez-vous de bonheur. Et donc, c'est la boucherie complètement, voilà. Donc je ne sais pas si ça va être dans ce registre-là ou dans le registre plus maison hantée façon les Haunting par exemple. On verra bien. Et pour terminer, là donc on part sur un pan complètement différent, même si j'aurais bien aimé lire L'Exorciste, mais je ne l'ai pas en fait ici et je n'ai pas forcément envie d'attendre. J'ai aussi très envie de lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt, ou La 9e maison de Laïs Bardugo, donc quelque chose qui est plus de l'ordre
des sociétés secrètes dans les universités, qui est tourné plus vers un pan intellectuel où c'est vraiment l'horreur qui vient s'immiscer dans la vie de campus et la vie intellectuelle, le lieu où les chercheurs vraiment voilà s'adonnent absolument à leur activité et placent le savoir au centre de tout, parce que j'aime beaucoup ces thématiques là. Mais oui, les deux sont énormes et actuellement je me sens pas forcément, voilà. Donc du coup je suis partie sur la dimension plus possession démoniaque, puisque je n'ai pas l'exorcisme en ma possession ici. J'ai pris Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist. Donc on suit Oscar qui a 12 ans et qui vit avec sa mère dans une banlieue glacée de Stockholm. Solitaire et discret, martyrisé au collège, Oscar n'a Dieu que pour sa nouvelle voisine. Elle est si différente, la petite fille ne sort que le soir, ne craint ni le froid ni la neige et exhale une odeur douceâtre et indéfinissable. Oscar trouvera en elle un écho à sa propre solitude et ils deviendront vite inséparables, mais que penser des meurtres et disparitions inexplicables qui se multiplient dans le quartier depuis son arrivée. Voilà, en gros, c'est ce qui me tente. Alors je suis absolument désolée, je n'ai fait aucun effort d'expression là tout de suite parce que j'étais complètement à la ramasse. Je me suis dit que j'allais faire cette petite sélection avec vous. Je souhaitais simplement sélectionner ces ouvrages, je vous ai pris avec moi de façon un petit peu subite, donc je n'ai rien préparé. J'espère que malgré cela, les informations seront pertinentes et intéressantes. Ce sera de toute façon un tout petit bout du vlog. Je n'aime pas trop vous filmer des choses de façon maladroite, donc j'espère quand même que vous avez trouvé ça sympa, que ça vous a peut-être fait découvrir 2-3 titres si vous aussi vous êtes dans une phase où vous avez envie de lire de la littérature horrifique. Et alors je ne vous ferai absolument pas un retour sur ces titres-là dans ce vlog, parce que je suis actuellement en train de terminer Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, et je vous en parlerai je pense demain ou quelque chose comme ça. J'ai commencé la saga du sorceleur que je trouve absolument formidable. Donc je suis très prise par la fantaisie. Mais par contre, dès que j'ai terminé, je me mets à la littérature horrifique et je vous fais un retour. Mais donc ce retour, je pense qu'il sera soit dans le prochain vlog, soit dans un avis lecture possiblement dédié, si je me tiens à cette petite palle et au... Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 livres, parce qu'il y a toujours la Maison des Feuilles quand même dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui peut rentrer dans ces catégories de livres horrifiques. Et il y a aussi Les Jumeaux Croche-Mort, mais qui s'apparente plus à de l'horreur jeunesse, donc à voir si je peux le glisser dans cette vidéo. Je suis pas sûre que ce soit très bienvenu compte tenu des différences de thématiques, mais bon voilà. Mais je vous dis à plus tard. Je suis désolée, le cadre est pas terrible, mais j'ai aucun autre endroit où poser l'appareil pour vous parler. Simplement, j'ai rajouté ce titre-ci dans ma petite palle horrifique. C'est donc Territoire du crépuscule. Alors, je voulais le garder pour cet hiver parce qu'on est sur une thématique horrifique, certes, qui fonctionne parfaitement avec Halloween, mais on est dans un chalet en montagne. 2 meilleurs amis vont partir pour passer un week-end, il me semble que c'est un week-end ou une semaine de vacances dans un chalet. Et ils vont se retrouver pris par la neige dans ce chalet. Et il va se passer tout un tas de choses, voilà. Donc le truc, c'est que je pense qu'il sied parfaitement à la période d'Halloween et qu'il siérait parfaitement aussi à la période de Noël. Que dans le Cold Winter Challenge, nous avons la catégorie, je crois, je sais plus, hiver frissonnant. Quelque chose comme ça, je sais plus s'il y a automne frissonnant dans le Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais plus. Et j'aurais bien remis celui-ci, je l'avais déjà mis l'année précédente, mais le truc c'est qu'il me tente bien là. Et puis je vous avoue que si je m'écoute, je pense que je commence encore 2 livres alors que j'ai déjà, je vous l'ai dit, ma lecture de Morgane Pendragon en cours. Je suis en train de faire Le Sorceleur et j'ai 2 ouvrages graphiques à lire, donc j'ai l'impression que nous sommes sur un week-end d'indécision, je dirais. Voilà. D'incapacité à faire des choix, qui je trouve est très révélateur de ma personnalité lorsque je suis fatiguée. C'est-à-dire que j'ai envie de me plonger dans plein de mondes imaginaires. Et quand je suis dedans, je dis pas que ça ne me suffit pas, mais j'ai envie d'autre chose. Voilà, je suis dans l'insatisfaction permanente, malgré la qualité des ouvrages que je suis en train de lire, puisque comme je vous l'ai dit, Le Sorceleur, c'est incroyable, véritablement incroyable. Et Morgane Pendragon, c'est top, quoi. Donc j'ignore ce qui fait que
je suis dans cette projection de la lecture suivante. Là, actuellement, c'est exactement ça. J'ai 2 lectures en cours qui me plaisent et je ne peux pas m'empêcher de regarder ailleurs. C'est fou. Déjà, j'ai l'impression de faire voilà, des infidélités crasses à mes lectures en cours, ce qui n'est pas terrible. Et à ma palle du Cold Winter Challenge, tout de même. Du Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, je suis déjà en hiver, là. Il y a eu du verglas 2 jours et depuis, mon cerveau de pauvre petite fille originaire du Sud est complètement décontenancé par la saison. Voilà, il faisait 28 cet après-midi, mais il y a eu du verglas hier matin, donc je pense que ça y est, pour moi c'est l'hiver. Bref, donc oui, je suis donc dans cette phase un petit peu désagréable d'avoir besoin d'être comblée. Et d'être du coup dans la profusion de titres que je pose. Parce que si je vous montre à quoi ressemblent les étagères que j'ai posées pour ma palle, mais en fait j'ai juste... si on veut être factuel, j'ai simplement déporté le problème de ma bibliothèque dans les étagères que j'ai installées. Voilà. Puisque le choix est toujours aussi important. Bref, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai envie de lire Territoire du Crépuscule. Et ce n'est pas le moment. Et que voulez-vous que je vous dise ? Je ne sais pas quoi faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous. Je serais vraiment curieuse de le savoir, ça. Parce que j'ai toujours l'impression que je signe un pacte avec les auteurs. Pacte qui m'engage à lire l'ouvrage jusqu'à la dernière ligne. Alors, aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser ça. Je parle notamment de... je suis désolée de cibler aussi franchement le genre, mais ça me le fait beaucoup avec le young adulte. Aujourd'hui, je ne me force plus. Si je vois trop les filons, si ça ne me plaît pas, si je trouve que c'est trop représentatif des codes classiques du young adulte simplement pour que l'ouvrage se vende, je ne vais pas au bout de ma lecture parce que je n'en vois pas l'intérêt. Il n'y a aucune plus-value, je perds du temps, je ne suis pas satisfaite, je suis frustrée et je vais rendre un avis qu'il soit sur Instagram ou sur YouTube, qui va être finalement très peu productif, puisque je vais simplement être dans la colère et l'énervement du manque d'originalité du titre. Donc, dans ces moments-là, je n'ai aucun mal à rompre le pacte que je fais avec l'auteur au moment où j'ouvre la première page de son roman, puisque je me dis, tu n'as pas non plus respecté ton pacte qui était de créer un univers à toi, qualitatif, exigeant, qui permettait au lecteur de vraiment se sentir un petit peu hors sol, un petit peu projeté dans ton imaginaire. Et donc, je n'ai aucun problème à rompre cela. En revanche, je me sens très vite infidèle quand j'ai des bons moments de lecture. Et qu'en même temps, je me projette dans autre chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à mettre en pause un roman, vous lancer dans ce que vous voulez véritablement lire et revenir à votre lecture première. Mais personnellement, si je fais ça, je pense que je vais me retrouver avec 10 lectures en cours et que ce n'est pas le but. Surtout qu'encore une fois, vu que je lis aussi pour la construction des cours, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir un conflit d'intérêts si je rentre dans ce type de fonctionnement. Donc, je ne pense pas que ce soit envisageable. J'ai l'impression d'avoir employé donc bien trop souvent ces dernières phrases. Tout ça pour dire que, parce qu'initialement je suis juste venue pour ça, j'ai rajouté donc Territoire du Crépuscule. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, donc c'est les vieilles éditions de chez Pocket Terror. J'ai rajouté Territoire du Crépuscule dans cette espèce de pâle horrifique. Je sais pas si je vous tournerai pas une vidéo d'ailleurs sur les livres horrifiques qui sont dans ma palle, parce qu'en octobre j'ai voulu faire quelque chose de thématique. Je vous ai dit, là j'ai fait la vidéo... ah non, je vous en ai pas parlé. Une vidéo sur Stephen King, parce que ça faisait longtemps et que je voulais vraiment moi-même répertorier un petit peu ce que j'avais déjà lu et où j'en étais. Mais j'ai envie de faire des vidéos thématiques un petit peu durant ce mois d'octobre, sortir un petit peu des sentiers battus. J'en ai marre de voir les mêmes contenus. En fait, je râle beaucoup du fait que je vois les mêmes contenus, particulièrement sur Instagram. Je parle des carousels par exemple, qui en ce moment sont en train de me sortir par les yeux, ou des reels qui je sais pas, qui proposent une phrase, mais que franchement une phrase propagandiste en fait.
pour que vous restiez sur le reel et que vous continuiez le visionnement. Et en plus, parfois, bref, je vais arrêter. Je pense que je pense que dans le prochain vlog, vous aurez une partie dédiée sur moi qui râle encore, parce que actuellement, ma conception d'Instagram, elle est catastrophique, quoi. Catastrophique. Je me suis remise à poster sur le réseau parce que, initialement, c'est Instagram qui m'a donné la légitimité, je pense, véritablement, à venir sur YouTube, parce que j'étais très mal à l'aise avec cette idée-là de filmer des vidéos, de donner une opinion, en fait, même l'intérêt que pouvait avoir quelqu'un à écouter mon opinion. Voilà, c'était les choses qui m'intéressaient. Donc il y a beaucoup cette question de la légitimité, simplement. Et Instagram m'avait offert cette légitimité. Mais tout ça, c'était factice, parce que déjà, les communautés Instagram et YouTube sont drastiquement différentes. Et qu'en plus de ça, je pense véritablement aujourd'hui, avec le recul, que ce qui me plaisait dans Instagram, c'était l'aspect artistique. J'adorais peindre sur mes bras, par exemple. Si vous êtes là depuis très longtemps, vous savez qu'il y a eu toute une époque où je chroniquais mes lectures en faisant de la peinture, du body painting, des maquillages, des déguisements, etc., etc. C'est quelque chose que je ne fais plus, parce que déjà, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, et que initialement, je le faisais parce que j'aimais ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus l'impression que c'est fait pour ces raisons-là. C'est dans une très large mesure fait pour obtenir des abonnés, des partages, des likes, bref, des choses qui aujourd'hui me semblent complètement abstraites et vraiment inutiles. Ce qui fait que je continue de poster sur Instagram, que je m'y suis remise là très récemment, c'est que j'ai aussi des engagements avec les maisons d'édition, et que ma communauté sur YouTube est très largement inférieure à ma communauté sur Instagram. Mais je préfère 1000 fois produire du contenu ici que sur Instagram, où vraiment je ne me sens plus du tout à ma place, mais plus du tout. C'est-à-dire que même pour initier une conversation avec quelqu'un, hormis les personnes avec qui je parle depuis des années, qui sont tout de même assez nombreuses, puisque Bookstagram, j'ai commencé quand il n'y avait pas grand monde, finalement. Donc, toutes ces personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là, bien évidemment, j'entretiens des conversations assez régulières, mais j'ai même pas envie de créer de nouveaux rapports, en fait. C'est devenu complètement abstrait pour moi, tout ça. Avant, je ne voyais pas le poison des réseaux sociaux dans Bookstagram. Je le voyais dans Instagram dans sa globalité, mais pas dans Bookstagram. Et depuis, mais c'est affreux, j'ai l'impression d'être une vieille réac quand je dis ça, mais depuis l'essor de TikTok, je ne reconnais plus Instagram. Depuis qu'il y a eu depuis que le Reel est devenu le format de prédilection d'Instagram, je ne reconnais plus Instagram. Depuis qu'on crée du contenu simplement pour faire de l'audience, je ne comprends plus Instagram. Véritablement, si vous êtes honnête intellectuellement, que vous allez vous promener sur Instagram, faites attention. Faites dérouler votre fil d'actualité. En dehors des carousels et des Reels, vous n'allez pas voir grand-chose. Et ce n'est pas que je sois contre le Reel, parce que j'adore en faire en plus, ou que je sois contre le carrousel, parce que je trouve que l'idée est super intéressante. Le problème, c'est que les gens le font parce que c'est ce qui marche, et que les publications, aujourd'hui, faire une photo avec une chronique, c'est devenu un truc de vieux, quoi. Bref, je vous parlerai de tout ça plus en détail une autre fois. Je ne sais même pas pourquoi subitement je me suis mise à râler. Voilà, dimanche soir, 20h. Et ça, vous sentez, ça sent le lundi matin, en fait. Et comme ça sent le lundi matin, il y a toutes les choses qui me dérangent, qui pointent le bout de leur nez et qui me disent « Tiens, et si tu râlais ?» Mais j'ai pas envie de faire ma vieille réac, je vais arrêter là. Mais je vais essayer de faire ça, de construire une vidéo sur cette thématique de façon constructive et pas anarchique, comme je suis en train de le faire là. Bon, je vous dis à plus tard. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce vlog. J'espère qu'il ne sera pas trop anarchique, puisque je l'ai commencé maintenant il y a un moment, et que c'est toujours le problème avec les vlogs. Je ne suis pas assidue, donc j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de la quantité de contenu que j'ai pu filmer. Donc je suis vraiment désolée si c'est un petit peu anarchique, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est comme d'habitude, si vous avez lu certains des ouvrages que je vous ai présentés, vous n'hésitez pas à me donner vos opinions
en commentaire, je serai très contente de vous lire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de lire vous, ce que vous avez mis dans votre pile du Pumpkin Autumn Challenge ou simplement ce que vous avez choisi de lire très prochainement. D'ici la prochaine vidéo, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite en pleine forme et je vous dis à bientôt.